Bonjour, je suis Catal Rapin, je suis coach et formatrice en communication positive et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Magali Simama pour aborder le thème des écrans et des enfants et notamment des enfants TDAH. Bonjour Magali, je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Catel, merci de me recevoir, ça me fait très plaisir d'être là. Donc, je m'appelle Magali Semama, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée dans le TDAH, qui est donc l'acronyme de trouble du déficit de l'attention, avec au sens d'hyperactivité. Et du coup, c'est ce qui m'amène à accompagner des parents d'enfants atypiques, on va dire, TDAH, troubles de l'opposition. Et j'accompagne également les adultes en développement personnel et les adultes TDAH. Et je suis maman de 3 enfants de 22, 19 et 13 ans, et les trois sont diagnostiqués TDAH. C'est pour ça, Voilà. j'imagine, que tu es partie sur cette spécialité. Exactement, c'est pour ça que je suis partie sur cette spécialité, parce que le fait de les accompagner, trouver des solutions, j'ai eu envie d'aider les parents, mais aussi les adultes TDAH. Donc, pour cette raison, je me suis spécialisée dans cette matière. Très bien. Bah, écoute, je te remercie pour ta présentation et est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que l'on entend par un enfant TDAH? Alors, le TDAH, en fait, c'est un trouble du neurodéveloppement, donc d'origine neurologique. On va dire que ça apparaît en général avant l'âge de 7 ans, et ça combine trois caractéristiques. Donc, l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Là, tu Ça vois, quand peut... tu dis ça, je reconnais un petit peu mon fils. Oui, On en parlera probablement plus tard. Ok, je te remercie. d'accord. Dans quoi tu reconnais ton fils? Ça serait plutôt Justement, quel... le côté inattention et le côté hyperactivité, un petit peu les deux, tu vois, il ne tient pas en place. Voilà, C'est ça. Alors, en général, on sait que le TDAH il peut s'accompagner d'autres troubles. Il y a pas, si tu veux, il n'y a pas que le TDAH comme ça. Ça peut s'accompagner d'anxiété, ça peut s'accompagner de troubles qu'on appelle les comorbides. Il y a aussi des troubles de l'apprentissage, tout ce qui est troubles 10, etc. Et le TDAH, ça touche environ 6% des enfants. Ça fait quand même un ou deux enfants par classe. ouais, C'est ça, et 3% des adultes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, en général, dans 65% des cas, ça persiste à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'on peut garder des symptômes du TDAH à l'âge adulte, mais on va dire qu'il y a de l'accommodation, on s'habitue à son mode de fonctionnement, mais il reste quand même certains symptômes. Et c'est vrai que pour parler de diagnostic de TDAH, il faut que ça dure, on va dire, depuis au moins 6 mois. ouais, Il peut y avoir de l'anxiété, c'est vrai que tu vas nous expliquer par rapport à la ProcessCom, mais si au bout de 6 mois, c'est toujours présent, c'est que là, on peut penser à faire un diagnostic de TDAH. Donc, et par rapport aux symptômes, ouais. alors, si tu veux, donc, comme je te disais tout à l'heure, il y a les trois symptômes, l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Ouais. Alors, c'est vrai que là, on parle de TDAH, mais il peut y avoir aussi TDA, hein. Le H, Ah, c'est pour l'agitation, etc. Mais on peut être aussi avoir un TDA et avoir les mêmes symptômes sans être agité. Alors, d'accord. par rapport à l'inattention, donc en fait, pour t'expliquer les trois choses, l'inattention, c'est donc le fait d'être très distrait, d'avoir du mal à se concentrer. Ça peut se représenter comme des fautes d'étourderie, perdre ses affaires, oublier ses... Voilà. Tu vois, là, c'est caractéristique de mon fils, c'est vraiment tout Voilà. à fait ça. Et c'est, waouh, et les devoirs, c'est une grande, comment dire, oui, quelque chose de difficile souvent. Je vois de quoi tu parles. Alors, s'il y a des enfants qui ramènent l'exercice, mais pas la page, qui C'est oublient ça, le mais c'est ça. cahier, il faut avoir un super réseau de mamans et de papas qui peuvent C'est aider. ça, bah, là, c'est exactement ce qu'il a fallu faire, parce que voilà, entre ah bah j'ai pas pris la feuille, bah, et puis ou les stylos oubliés, des choses comme ça. Ah Ah, là là, les trousses, on n'en parle plus des ah, quatre, voilà, c'est cinq ça, les trousses, des trous, carnets de tu reviens, les correspondance. vides, le truc, mais sans Voilà, arrêt comme ça. Donc oui, je vois très bien. c'est ça. Et alors, on va dire que pour imager, en fait, ça serait quelqu'un qui est donc au volant d'une voiture, qui arrive à un carrefour, et en fait, il n'y a pas de feu. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, les émotions, les sensations, une petite mouche qui passe, tout ce qui se passe, en fait, c'est pas filtré. Et ce qui fait que ça peut rendre inattentif. Au niveau après de l'impulsivité, c'est donc une impatience. Ça peut être de l'impulsivité verbale ou physique, le fait de couper la parole, d'avoir du mal à attendre son tour, ou quand tu as quelque chose à dire, tu ne peux pas t'en empêcher, c'est plus fort, il faut le sortir. C'est de l'impulsivité finalement. D'accord. Et quant à l'hyperactivité, alors c'est un besoin de bouger, pas faire Ouais. autrement. On a du mal à rester en place. Alors ça se manifeste aussi par un volume, parler beaucoup, un gros débit de parole.
remuer les mains et les pieds, etc. Et ça, je me reconnais presque. C'est vrai. C'est ça, bouger la jambe, etc. Alors, c'est vrai qu'on parle d'hyperactivité, mais comment dire, il y a aussi une hyperactivité interne, parce que c'est vrai que quand on grandit, on saute plus, on bouge plus. Mais en attendant, il y a de l'agitation c'est ça, à l'intérieur. Et pour faire un parallèle entre les TDA et les TDAH, alors les TDA, ça serait plus des personnes qui sont dans la lune, qui sont dans leurs pensées. Souvent, on leur dit qu'ils sont dans leur bulle, c'est ce qu'ils disent à l'école. Enfin, je vois ma fille qui a 22 ans maintenant, à l'époque, c'était ça. Mais ils disent ça aussi pas mal pour mon fils, tu vois, par exemple, en classe, il est en train ils sont en train de faire les cours, et lui, il est parti dans son truc, il n'a rien noté. Et... C'est ça. c'est ça. Ça aussi, alterne sur ça, oui. Et c'est vrai que, mais ça n'empêche pas d'avoir une agitation interne, en fait. Ce n'est pas parce qu'on est je pense qu'à l'intérieur, c'est... c'est ça. Et alors, la différence, c'est que, par contre, du coup, quand c'est il y a des mélanges, en fait. En général, les filles et les femmes, c'est plutôt des profils TDA. Bon, moi, j'ai les deux. La dernière, c'est TDAH. Et donc, c'est vrai qu'elles peuvent passer inaperçues parce que tu sais que chez les adultes diagnostiqués, 55%, c'est des femmes quand même. Parce que, voilà, les filles et les femmes, elles ont une capacité à s'adapter. Il n'y a pas la même attente. Donc, en fait, elles se contrôlent plus. Et souvent, du coup, ça passe complètement inaperçu. Et on s'en rend compte souvent quand il y a des changements importants, passage dans les études supérieures, premier enfant, etc. Et c'est là que ça peut poser des problèmes. Donc, c'est important de faire la différence entre les deux et surtout de dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de l'agitation extérieure qu'il n'y en a pas à l'intérieur. Tu sais, ça me fait penser, je ne sais pas si tu connais l'analogie au canard. Au canard, tu vois tout calme parce que c'est surtout qu'il est exactement. en dessous. C'est exactement ça. Et c'est vrai que quand on a parlé de faire cette vidéo, tu m'as parlé de la process-com et tu vas d'ailleurs nous expliquer. Et c'est incroyable les similitudes. Les liens, ouais. Écoute, quand on a préparé cette vidéo, en effet, quand tu m'as décrit TDA, TDAH, je me suis dit, mais waouh, il va falloir que je fasse un parallèle avec la process communication. Alors déjà, je vais expliquer ce que c'est que la process communication pour ceux qui ne savent pas. C'est un outil de communication qui détermine qu'il y a 6 types de personnalités de façon générale et que la manière de dire les choses a autant, voire plus d'importance que ce qui est dit. Donc c'est là où il va falloir faire attention à ce qu'on dit et aussi qu'on a toutes les caractéristiques de ces 6 types de personnalités en nous, c'est juste plus ou moins développé, il y a des choses qui peuvent se développer encore tout au long de notre vie et là mon idée du coup c'est de faire un parallèle avec 2 de ces types de personnalités. J'ai une petite question, je peux te poser une petite question. Alors tu veux dire qu'en fait en fonction de la personnalité qu'on a en face de nous, il y aurait une façon particulière de lui parler pour mieux communiquer? Exactement, pour pouvoir rentrer plus facilement en lien et je vais en parler justement, alors légèrement, parce que là, normalement, c'est une formation qui dure un certain temps, mais là, je vais essayer de l'aborder pour que justement, on ait un petit peu l'émotion. Partager ça. Du coup, déjà, il y a le type de personnalité imaginaire, on appelle ça aussi rêveur, avant, ça s'appelait comme ça, que moi, je verrai un parallèle avec le TDAA, juste de l'attention. Et comment te dire, lui, c'est ce type de personnalité a une perception à travers ce qu'on appelle l'inaction. Et en fait, l'inaction, c'est pour dire que c'est l'action intérieure. Tu vois, justement, ce truc à l'intérieur, il se passe plein de choses, mais à l'extérieur, ça peut paraître assez plutôt des enfants calmes, enfin des personnes calmes de façon générale. Voilà. Et les points forts, ça va être justement, ça va être imaginatif, réfléchi et calme. Tu vois, donc, je ne sais pas si par rapport au TDA, toi, là, ça parle. Et ce qui va être très intéressant, ça va être justement les comportements sous stress. Alors, sous stress, selon David Keller, celui qui a inventé la process-com, c'est des premiers degrés de stress, ça va être les signes avant-coureurs. En fait, d'accord ? C'est pas le stress comme on l'entend tous les jours, ça va être plutôt le 3e degré pour lui, tu vois, celui qu'on entend tous les jours, pas de stress. Donc, le premier degré de stress pour le type imaginaire rêveur, ça va être qui ne termine pas ses phrases, qui va dire il me vient une idée ou ça m'arrive de... Et tu vois, il finit mais c'est exactement ça, en fait. Il finit dans sa tête, tu vois. Ça me parle. J'ai ma grande qui est TDA, en fait, c'est ce que tu décris là, mais c'est exactement ça. Mais termine... Mais qu'est-ce que tu disais ? Non, j'ai oublié de te dire ma phrase. C'est ça, ce que tu dis, en fait. Et ben, c'est ça. En fait, ça, c'est le premier degré. C'est un premier signe de... Alors, c'est léger stress. C'est pas quelque chose de... Voilà, incroyable, mais voilà. 2e degré de stress. Et ben, là, la personne, elle va commencer à attendre passivement. Elle ne termine pas ses projets. Et elle commence à s'isoler. D'accord ? Elle va justement, par exemple, ne plus parler du tout.
Alors, par exemple, ça peut être justement quand la personne boude aussi, tu vois. Enfin, tu as une sensation que la personne boude. Donc, je ne sais pas si tu as déjà vu ta fille aussi faire ça, par exemple. Bah, c'est vrai que je vois que quand elle est plus stressée, elle a tendance à se mettre en retrait et Ouais, moi, à parler, pas bouder, mais comme je la connais, voilà, je sais que c'est ouais, quand t'es pas bien, de s'isoler en tout cas, ça c'est c'est sûr. ça. Donc, voilà, a priori, c'est le signe de deuxième degré de stress. Tu vois, Mhm. c'est pour ça que c'est intéressant. Mhm. Et du coup, le besoin, justement, pour ce type de personnalité, ça va être un besoin de solitude. Et que, justement, pour se ressourcer, Mhm. généralement, on va avoir besoin d'un minimum de solitude. Donc, justement, lui offrir la possibilité d'être seul. Et pour lui parler, ben, généralement, ce sera mieux pour inciter la personne à passer à l'action. On va lui parler plutôt à l'impératif, donc Mhm. être assez directif, mais en l'emmenant d'abord dans son imaginaire. Ça va donner, par exemple, des devoirs. Tiens, mets en perspective les devoirs que tu as à faire et note tout ce qu'il y a à faire, tu vois, quelque chose comme ça. Mais d'abord, tu l'emmènes dans son imaginaire et après, tu le ramènes sur le concret, sur l'action. D'accord. Tu vois, c'est Oui, voilà, petite astuce comme ça. c'est ça. Ah, Mais voilà. ouais. Non, mais ce que tu dis, ça correspond vraiment au Ouais. TDA, hein. Ouais, voilà. C'est pour ça, hein, tu vois, quand on en a parlé, je me suis dit, Mm. waouh, il faut qu'on Mm. qu'on fasse un parallèle, c'est intéressant. C'est sûr. Après, le deuxième type de personnalité qu'on appelle énergiseur, anciennement rebelle, il y a une connotation un peu négative sur le mot rebelle, c'est pour ça C'est qu'ils ont vrai. changé. Mm. C'est celui qui, à mon sens, correspondrait plus au TDAH. Mm. Tu vois, là, pour le coup, la perception, c'est dans la réaction. J'aime pas. Et il y aura besoin de faire réagir les autres. Mhm. Je le vois beaucoup chez mon fils. Comment? Je le vois beaucoup chez mon fils, tu Ah vois, oui, justement. bah. Ouais. Mm. Et les points forts, c'est que du coup, c'est quelqu'un qui va être spontané, créatif et ludique. Tu vois. Mhm. Donc là, c'est super intéressant. Et là où ça va être intéressant pour nous aussi, c'est pareil, les comportements sous stress, avec le premier degré qui va tendance à avoir à ramer. C'est quoi, qu'est-ce que tu dis? Et puis souvent, Mm. voilà, et qui va inciter les autres à faire à sa place. Mhm. Ou là, là, il va peu avoir des difficultés à finir sa phrase, mais plus dans le sens je cherche mes mots et tu as envie de finir à sa place. Mm. Tu vois, Mm. Faut c'est un peu résister. ça. Et deuxième degré de stress, ça va être il râle, il blâme et il rejette la responsabilité sur les autres. Tu vois, Mm. limite, limite mais il marche sur ton pied, il va dire mais pourquoi t'as mis ton pied Ton sous le pied mien, sous. quoi. Ouais, C'est c'est le ça. truc, limite le côté mauvaise foi un peu extrême. Mm. Mhm. Voilà. Je ne sais pas si justement tu reconnais des choses. Ah bah là, je reconnais le trouble de l'opposition avec provocation. Ouais. C'est-à-dire que c'est des enfants, bon alors on va dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont un TDAH, qui ont un trouble de l'opposition avec provocation. Ça passe souvent inaperçu parce que ça commence à être de plus en plus connu quand même. Ouais. Mais en fait, c'est des enfants les parents ont toujours l'impression de marcher sur des œufs. Ils sont très susceptibles. Ils ont un sens de la justice qui est complètement démesuré. Et ils ont tendance à blâmer et à toujours avoir l'impression que c'est les autres qui ont... Enfin, ce que tu décris là. Voilà, c'est ça, Et c'est pour ça, hein, puis, c'est etc. assez et incroyable. provoquer jusqu'au clash. Ouais, c'est ça, bah voilà, c'est tout à fait ça. C'est Alors ça, du donc. coup, justement, les besoins, et je pense que ça, tu l'avais déjà identifié aussi, c'est un besoin de contact ludique. Du Mhm. coup, c'est mener toutes les choses par le jeu et aussi beaucoup de complicité. Donc en fait, Mhm. justement, là, je vois, nous, ça va être soit on fait des jeux carrément avec, soit on essaie de transformer les devoirs sous forme de jeu, ou alors, par Exactement. exemple, je sais que mon mari et mon fils, ils chahutent un peu, tu sais, c'est genre Mhm. la bagarre, mais Mhm. pour jouer, hein, et voilà, c'est Mhm. quelque chose qui va être intéressant. Et comment lui parler? Eh ben, ça va être beaucoup dans son langage, tu sais, ça va être justement waouh, trop cool, beaucoup de monatopée, tu vois, et j'adore, je déteste, tu vois, Ouais. très enthousiaste dans la manière d'échanger, et quand tu vas sur ce terrain-là, ça aide beaucoup. Tu vois, moi, pour le coup, la ProcessCom, ça a changé ma vie pour alors, globalement, mais encore plus pour la relation avec mon fils, parce que du coup, j'ai su comment lui parler, et ma relation avec lui a totalement changé grâce à ça. Donc, C'est ça. c'est vraiment Et super. c'est ça, et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai aussi le ton, c'est super important. Ouais. Bon, du coup, pour éviter de braquer, contourner, nous c'est pareil, hein, pour apprendre les poésies avec ma fille, en fait, on prenait des Playmobil et on mettait des choses en place où mon fils apprenait ses poésies en faisant le poirier, enfin des C'est trucs ça, ludiques en papa. fait. Voilà, c'est ça. C'est ça, on est obligé d'être créatif Voilà, c'est avec ça. les enfants. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc, non, c'est vrai que c'est très étonnant, hein, cette comparaison. Ouais, voilà, c'est pour ça, voilà, je trouvais ça sympa qu'on puisse partager nos expériences sur ça. C'est ça.
Et par rapport aux difficultés, j'aimerais bien revenir sur les difficultés du coup du TDAH. En fait, ce qu'il faut comprendre, parce que c'est vrai que moi, quand je parle, enfin, ça m'est déjà arrivé de parler à des personnes qui disaient, bon, le TDAH, c'est quoi? C'est juste, en fait, t'es pas attentif, mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est plus profond que ça. En fait, le TDAH, tu vois, il y a quelqu'un qui s'est penché sur la question, deux psychologues en particulier, Russell Barclay, d'ailleurs, c'est un qui fait partie du programme que je présente pour le TDAH. En fait, il a expliqué que le TDAH, c'est un trouble des fonctions exécutives, ça c'est Thomas Brown qui l'a dit, c'est-à-dire c'est plus compliqué que l'inattention. Les fonctions exécutives, en fait, on pourrait expliquer ça par un chef d'orchestre, et en fait, tu as tous les musiciens en face, mais le chef d'orchestre est complètement désorganisé. Ouais. Du coup, même si les musiciens connaissent leur partition, c'est compliqué. Les fonctions exécutives, c'est tout ce qui est organisé, priorisé, se focaliser sur une tâche, rentrer dans une tâche et en sortir, réguler son niveau d'effort, surtout quand ça ne t'intéresse pas. Il y a aussi gérer la frustration, gérer les émotions, parce que ça, c'est des barrières à la concentration. Quand tu viens d'avoir une émotion forte ou quand tu es contrarié par quelque chose, c'est très compliqué de se concentrer. Ouais. Il y a aussi la mémoire de travail qui pose beaucoup de problèmes chez les TDAH. Par exemple, tu apprends des choses, on peut comparer ça à un tiroir. Tu mets l'information dans un tiroir, mais après, il faut aller récupérer l'information pour l'utiliser. Ouais, trouve plus le tiroir. Voilà, exactement. C'est plus qu'un tiroir. Exactement. Et ça permet tout ça, bien sûr, ça se combine et pour se mettre en mouvement. Mais le problème, c'est que quand il y a un déficit des fonctions exécutives, c'est plus compliqué de se mettre en mouvement. Et il y a aussi un déficit de la motivation. C'est-à-dire que ce n'est pas des adultes et des enfants qui ne veulent pas, c'est que parfois, ils ne peuvent pas. Donc, quand il n'y a pas de motivation, c'est encore plus compliqué. Et il y a quelque chose qui est important, c'est que les enfants et les adultes TDAH, ils ont une anomalie du réseau de la récompense. C'est-à-dire qu'il faut des récompenses à court terme. Si tu demandes de préparer un exposé à un enfant, il ne voit pas trop l'intérêt. Voilà, c'est ça. Et ce qui fait qu'il faut faire énormément de renforcement positif parce qu'ils ont besoin d'être récompensés à court terme. Du coup, c'est ce qui m'amène à parler des écrans et des jeux vidéo parce que tu sais qu'il y a un certain, je ne me rappelle plus lequel, qui a été en fait mis en place avec des psychologues. Pour toutes les 10 minutes, ils peuvent acheter des costumes, etc. Oui. Voilà, ce qui fait que du coup, ça peut provoquer des addictions parce qu'il y a beaucoup de récompenses. C'est Fortnite, ça, non? C'est Fortnite. Et c'est ça, c'est mon fils qui m'en avait parlé, qui m'avait dit, en fait, quand il y jouait, lui, à un moment donné, et en fait, ils peuvent acheter des costumes toutes les 5-10 minutes. En fait, du coup, il y a beaucoup de décharges d'adrénaline, de la motivation, voilà. De dopamine, des choses comme ça. C'est ça. Exactement. Et du coup, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a un TDAH qu'en fait, on ne peut pas se concentrer quand ça t'intéresse. Ça fait de l'hyperfocalisation finalement. Voilà. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de récompenses à court terme. Et en fait, du coup, ça peut faire des complications avec les écrans parce que l'hyperfocalisation, c'est quand vraiment, pas forcément que avec les écrans, hein, mais avec d'autres activités. Moi, j'accompagne en particulier des femmes TDAH qui me disent que quand elles font une activité qui leur plaît énormément, elles peuvent tourner la tête et voir qu'il fait nuit parce qu'elles étaient complètement focalisées. Donc, je vois avec mon fils aussi. Il tombe sur une activité qui lui plaît vraiment, il va être capable d'y passer très longtemps. Voilà, et c'est pour ça que du coup, il y a un lien avec les écrans, avec les jeux vidéo et le fait que ce soit très compliqué parce que c'est très motivant finalement. Alors, du coup, ça va nous permettre d'aborder le sujet des écrans, justement, parce que de nos jours, justement, les écrans font partie de notre vie. Il y a les ordinateurs, il y a les tablettes, il y a les téléphones et évidemment les jeux vidéo, justement, enfin les consoles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre rapport aux écrans en tant qu'adulte va aussi conditionner le rapport des enfants. On va dire un petit peu, ça passe par l'exemple. Il y a Serge Tisseron, qui est psychiatre spécialiste au sujet des enfants et des écrans, justement, qui dit, je cite, « Il y a quelques années, quand un enfant hurlait, les parents lui collaient une tétine dans la bouche. Aujourd'hui, ils peuvent mettre un smartphone dans les mains. » Donc, c'est vrai que c'est aussi une problématique qui peut se trouver par rapport à ça. Voilà. Donc, justement, on va aborder quelles sont les difficultés rencontrées par les parents face aux écrans, justement. C'est souvent l'incapacité ou la difficulté à poser des limites. Par rapport à l'usage des écrans. Ça, c'est une chose qui va intervenir. Il y a aussi le fait que justement les écrans vont
comment dire, nuire à la relation parent-enfant à un moment, parce que justement, c'est entre eux et ça va causer des problèmes de communication entre eux. Et souvent, il y a des difficultés de compréhension de la part des parents, des enfants aussi, du coup, sur le côté dépendance et voire agressivité des enfants, notamment quand on arrête, il va y avoir des cris, des disputes, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et il peut y avoir une sorte de culpabilisation du parent soit quand il arrête l'écran, justement, parce que l'enfant râle, soit parce qu'il laisse faire. Voilà. Et c'est aussi une difficulté par rapport au regard des autres parents, je veux dire, dans le sens où l'enfant peut être considéré, ou en tout cas on peut avoir cette impression qu'il peut être considéré comme mal élevé, et comment dire, conséquence, pareil pour la maman qui peut être considérée, les parents, considérés comme des mauvais parents parce qu'ils laissent faire. Et on a remarqué on a constaté une grande augmentation des écrans dans les familles soit où il y avait de l'insécurité d'emploi ou dans les familles monoparentales, parce que justement, il n'y a pas le relais de l'autre parent pour les jeux, les choses comme ça. Et, voilà. Et ça a été aussi fortement accentué par rapport au confinement. Clairement, nous les premiers, on arrivait à plutôt bien limiter les temps et choses comme ça avant. Mais là, quand ils étaient tout le temps à la maison, clairement, ça a été beaucoup plus difficile pour nous. C'est quelque chose, si tu me permets d'intervenir, c'est vrai que j'ai accompagné des familles et qui me disaient que pendant le confinement, ça a été l'explosion avec les écrans, c'était l'enfer en fait. À tel point que tu vois dans le programme pour les parents d'enfants avec comportement tyrannique, on a rajouté un module sur les écrans, sur la gestion des écrans, parce qu'avec le confinement, il y a eu des explosions de colère, ça a été très compliqué. C'est ça. Clairement, chez nous, ça a été comme ça aussi. Donc, voilà. Justement, tout à l'heure, je parlais de Serge Tisseron, qui a des recommandations. Il a construit une règle qui s'appelle 3, 6, 9, 12. Donc, en plus, c'est assez facile de s'en rappeler. Et ça donne des conseils sur la durée d'usage selon les âges. Du coup, c'est de 3, c'est pour 0 à 3 ans, c'est 0 écran et qu'il faut privilégier évidemment les activités sensitives motrices. Et qu'il faut éviter la télé, même en fond sonore. Parce que des fois, les parents disent oui, mais s'ils voient quand même, il vaut mieux éviter. Après, pour 6, c'est de 3 à 6 ans, il faut limiter le temps. 3, c'est de 3 à 6 ans, il faut limiter le temps face aux écrans et pas de console de jeu. Pour le 6, c'est de 6 à 9 ans, il faut limiter le temps face aux écrans et là, tu peux introduire la console de jeu. Par contre, il ne faut pas d'accès Internet. Bien sûr. Après, pour 9, c'est 9 à 12 ans, on peut commencer à utiliser Internet, mais avec la surveillance d'un parent, d'un adulte en tout cas, et apprendre les risques, les dangers qu'il peut y avoir à l'utilisation d'Internet. Et après 12 ans, c'est garder un contrôle parental et faire confiance, en ayant expliqué évidemment tous les dangers d'Internet. Oui, bien sûr, quand tu dis faire confiance, c'est vrai, parce que c'est vrai que le contrôle parental, je ne sais pas si tu l'as déjà essayé, c'est bien, mais c'est vrai que ça restreint énormément de choses. En fait, tu peux aller sur absolument rien. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, expliquer les dangers et faire confiance, ça me paraît, c'est sûr. Exactement. Après, inversement, moi, j'ai un fils qui est un peu filou et qui sait contourner beaucoup de choses. Eh bien oui. Ah, le contrôle parental, il a réussi à le contourner? Il arrive à faire des trucs, je ne sais pas comment il fait. Ils sont malins, ils sont malins. Voilà, il est très, très malin. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il faut essayer d'expliquer plutôt les choses pour essayer de les responsabiliser sur les dangers qu'il peut y avoir de façon générale. Donc, après, justement, le fait de garder la communication fait que, théoriquement, il continue de transmettre s'il voit des choses qui sont bizarres ou autres. C'est sûr, oui, c'est vrai ce que tu dis. Voilà, moi, c'est pareil, quand ma fille c'est arrivé 2-3 fois qu'elle a vu des choses bizarres, elle me l'a dit tout de suite. Ouais, voilà. C'est important de garder le dialogue, de communiquer. Donc, voilà. Après, l'idée, c'est pas de diaboliser les écrans, justement, parce que, en tout cas, on considère tous les deux qu'il y a des avantages et des inconvénients. Là, je vais parler des avantages, des points positifs au fait des écrans. D'accord. Alors, c'est toujours pareil, dans une certaine mesure, dans le fait que ce soit utilisé dans un usage modéré, que c'est adapté à leur âge, et dans certains cas, accompagner des parents, parce que évidemment, ça va dépendre un peu des âges. Je dirais que ça peut être un moment de partage, justement, avec les parents. C'est ce qu'on va appeler l'attention conjointe, et ça leur permet de vivre une expérience ou des émotions. Moi, je sais qu'il y a un truc qu'on aime bien faire de temps en temps, c'est partager, voir des vieux films, des vieilles choses, des films qu'on avait aimés, nous, quand on était enfants, ou des choses comme ça. Par exemple, moi, j'adore Retour vers le futur. J'ai eu envie de voir avec mes enfants, tu vois.
choses comme ça, on partage. Après, ça peut, les écrans, alors là, peut-être plus le côté tactile, mais ça peut favoriser l'apprentissage, pareil, quand c'est en collaboration ou seul, les deux. Ça favorise l'autonomie, parce que justement, ils sont capables de le faire seul. C'est une stimulation cognitive, quand ce sont des jeux, évidemment, plutôt que comme ça. Il peut y avoir des jeux éducatifs et aussi il peut y avoir des jeux pour faire bouger. Oui, comment il s'appelle Moi, je fais du fitness boxing sur la Wii, pareil. Pas la Wii, la Switch, pardon. Ah voilà, et je fais aussi de la Zumba, tu vois. Ah, c'est ça, ouais. Voilà, donc c'est possible, d'accord. Et il y a un autre jeu, effectivement, où je ne sais plus. On le fait à plusieurs, ouais. Ce que tu viens de dire, mais on se met à 3, on fait des défis pour danser. Voilà, c'est ça. Des choses quand même qui peuvent être sympas. Et il faut savoir que les enfants qui jouent aux jeux vidéo, ils sont plus aptes à lire, à suivre des instructions que des enfants qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Comme quoi. Et du coup, justement, ça va être des enfants qui vont savoir suivre des instructions directes, donc ça va être important. Ça améliore aussi la vision en 3D. La vision spatiale en 3D. Ça permet, et aussi, ce qui est super important, je le vois beaucoup pour mon fils, c'est que ça permet de découverte à son rythme, à son propre parcours, et c'est de la motivation intrinsèque, là, pour les enfants qui peuvent avoir un peu mal à s'automotiver. Et justement, finalement, il apprend plus vite que s'il apprenait en cours, par exemple, parce qu'il va à son rythme. Ça va être assez intéressant. Et puis, ça va être aussi important pour se connecter avec ses amis. C'est un principe de socialisation. Parce que clairement, si tous les copains ils jouent au dernier jeu à la mode et pas des fois, ils peuvent se sentir un petit peu en retrait. Donc, ça va être important. Et il faut savoir, en fait, que contrairement à ce qu'on peut penser, parce que j'ai souvent entendu l'inverse, que ça favorise la créativité et l'imagination. Ah oui, ça, plus de choses. On peut parler de Minecraft, mais ça peut être la musique, le son, la vidéo. Ils sont capables de faire en plus des choses. Moi, je vois des fois les enfants, les copains qui font tiens, je fais une vidéo. Et le truc qu'ils font à leur âge, incroyable. Déjà, c'est dingue. Même sur les réseaux sociaux, c'est dingue ce qu'ils arrivent à faire comme clip, etc. Et puis, du coup, ça les familiarise aussi pour les écrans pour plus tard, avec les ordinateurs, les choses comme ça. Et ça peut aider au devoir. Voilà c'est sûr, parce que pour les apprentissages. Je ne sais pas toi, mais moi, je vois que ça fait longtemps qu'ils ont des cours de technologie et en fait, parfois, le contrôle et le cours entier, c'est sur ordinateur. Donc, c'est vrai que ça familiarise, ça c'est sûr. Exactement. Ça, donc voilà, c'est quand même quelques avantages intéressants sur les écrans. Il y a quand même quelques points positifs. Alors moi, du coup, je vais aborder les points négatifs parce que voilà, il y a aussi des points négatifs. Donc, c'est vrai qu'il y en a différents. Par exemple, avant 4 ans, ça peut empêcher le développement du cerveau, comme ça peut faire des effets néfastes, comme un retard du langage. Ça serait vraiment le cas où on mettrait trop l'enfant tout le temps sur l'ordinateur. Ça peut faire des difficultés de concentration. Ça peut aussi provoquer de l'agressivité, de l'agitation. Je me rappelle quand au tout début, quand il y avait eu la Game Boy, je crois, je ne sais pas si ça te parle. Bon, on l'avait acheté à mon fils, il avait 3-4 ans, mais il devenait hystérique quand il perdait une partie, il la jetait par terre. Donc on a vite arrêté parce que c'est compliqué quand déjà tu as du mal à gérer tes émotions. Si en plus il y a des jeux où tu perds, c'est hyper compliqué. Donc, ça crée encore plus d'émotions. Du coup, ça peut provoquer un manque d'effort, de frustration et de la sédentarité si l'enfant passe trop de temps. Du coup, il fait moins de sport, etc. Donc ça, c'est dommage. Une prise alimentaire augmentée. Si jamais il y a des enfants effectivement qui devant l'écran vont avoir tendance à grignoter. Comme c'était le cas aux États-Unis, mais ça arrive aussi en France de passer trop de temps devant les séries, etc. Donc aussi, ça peut dérégler le sommeil parce que on sait que le fait de regarder des écrans, de la lumière bleue une demi-heure avant de dormir, ça retarde le sommeil. En fait, de façon générale, on va dire que l'utilisation des écrans à la préadolescence, c'est souvent source de conflit. Moi, je vois les parents que je reçois, c'est souvent source de conflit parce qu'il y a beaucoup d'escalade de la violence. Tu vois, l'enfant est en train de jouer, tu lui enlèves sa partie en plein milieu, ça provoque beaucoup de conflits. On sait qu'en général, il y a des études qui ont été faites. En général, les préados, les ados, ils passent entre 3 et 4 heures sur les écrans et ça tend à augmenter. Alors, ça peut être pour différentes choses, parce que maintenant, je ne sais pas chez vous, mais nous, il y a comment on appelle ça ? Tous les devoirs sur Internet. Non, de toute façon, là, c'est clair. Je vois ma fille qui n'était pas du tout écran, elle commence à passer du temps, c'est rien que pour les devoirs. C'est ça. Donc, il y a les écrans, il y a les devoirs, il y a aussi les séries, il y a les réseaux sociaux, tout ça, on va dire que ça peut prendre 3 à 4 heures. Et du coup, alors, ça peut être hyper compliqué quand il y a des enfants qui sont très opposants et qui ont un trouble de l'opposition. Du coup, ça peut développer un risque d'addiction aux écrans, à Internet. C'est des addictions sans produit, mais il y a le même genre d'effet, en fait.
Et dans le pire des cas, ça peut arriver. Je ne sais pas si tu connais le terme hikikomori. C'est en fait au Japon des ados et des grands ados, on va dire, qui sont complètement déscolarisés parce qu'ils passent leur journée entière devant les écrans. Et il y a des cas qui ont été observés en Europe maintenant. Ça arrive en Europe. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. J'ai entendu des choses comme ça, des enfants qui jouaient jusqu'à 3-4 heures du matin et du coup, qui étaient incapables de se lever, des ados, ou jeunes adultes qui jouaient jusqu'à 3-4 heures du matin et des jeux en ligne, des choses comme ça. C'est ça. Et qui étaient incapables de se décrocher. C'est ça. Et en fait, du coup, ils sont complètement déscolarisés et la journée, ils passent la journée à jouer, ils ne mangent plus, ils ne font plus rien. Et c'est un gros problème. Ça provoque aussi de l'hyperstimulation pour les enfants parce que ça peut être difficile de gérer. Quand tu te mets 2-3 heures, c'est hyper compliqué. Donc, et d'autant plus quand tu as besoin d'être récompensé régulièrement et qu'il y a une anomalie du circuit de la récompense, ça peut provoquer des addictions. Donc, ce que je pense en tant que coach et aussi en tant que maman, c'est qu'on ne peut pas interdire définitivement les écrans, les jeux vidéo, mais il faut juste, on va dire, quand tu as un enfant qui a un TDAH ou qui est atypique ou qui a un trouble de l'opposition, en fait, on peut laisser, mais il faut juste surveiller de plus près et peut-être moins le laisser jouer avant les devoirs, enfin, contrôler pour pas qu'il passe trop de temps parce que forcément que ça va faire des complications, surtout sur sa scolarité, sur les relations, des conflits, etc. Exactement, tout à fait. Du coup, on va donner quelques conseils. Quelques conseils. Alors déjà, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça fonctionne aussi beaucoup par l'exemple des parents. Donc forcément, si les parents sont beaucoup sur écran de téléphone ou ordinateur, ça va forcément avoir un impact. Le conseil le plus important, c'est de limiter le temps d'écran et d'adapter du coup les limites à l'âge de l'enfant et le contenu, évidemment, on va l'adapter aussi. Essayer de privilégier des temps d'échange avec l'enfant, de sensibiliser, de leur apprendre à s'auto-protéger. Mettre comme une sorte de planning de temps d'écran. Moi, je sais qu'il a droit à tant d'heures, enfin tant de temps par jour, comme ça, pour essayer de limiter. Et effectivement, il sait à l'avance et on annonce. Alors, nous, en plus, c'est sur la Switch, il sait tant de temps avant, combien de temps, enfin, c'est 5 minutes, 10 minutes avant, il dit que ça prévient que ça va s'arrêter. Donc, c'est en automatique. Donc du coup, il le sait déjà avant. Et ça, c'est. On peut verrouiller le temps. Il faut savoir que en tout cas, sur cette console-là, c'est possible. Et je pense que c'est possible sur la plupart des consoles. On a fait ça aussi sur le téléphone aussi, tout ça. Sauf sur le téléphone, apparemment, il a contourné. Donc c'est pareil, il faut toujours redoubler d'ingéniosité. Mais bon, de façon générale, il faut éviter si possible, un regard passif de la télé. Ou en tout cas, au moins essayer d'en discuter après, essayer de savoir de quoi ça parle, ce qu'on fait. En tout cas, au moins en faire quelque chose derrière, si possible. On va dire éviter les écrans dans les chambres autant que possible, surtout pour les enfants. Faut apprendre, l'enfant, il a besoin d'apprendre à s'ennuyer. Ça peut paraître paradoxal, mais je sais que c'est un truc que mon fils me dit beaucoup. Je m'ennuie, tout ça, mais oui, mais il faut qu'il apprenne à s'ennuyer. C'est vrai. Dire ça. Faudra arrêter. Alors, idéalement, tu as parlé de 30 minutes, mais moi, j'ai entendu 2 heures avant de coucher. Éviter les écrans 2 heures avant de coucher, idéalement. Après, c'est pas toujours simple. Et surtout, quelque chose qui va être important, c'est d'être flexible sur la durée. C'est-à-dire que c'est sûr, comme dirait mon fils, dans plein de games, si ça s'arrête, c'est super dur. Donc, c'est sûr, il y a beaucoup de frustration. Inversement, pour un enfant qui est en train de regarder, je sais pas, une série ou un dessin animé, il ne faut pas que ça s'arrête. Si vous avez dit c'est 30 minutes et que le truc dure 32 minutes, pour 2 minutes, l'idée, c'est de s'adapter un petit peu à ça. Et puis, après, c'est quand on est rentré dedans, pour réussir à diminuer, par exemple, c'est souvent, il va falloir changer les habitudes familiales. Et comme les enfants sont assez sensibles d'un rituel, ce qui peut être pas mal, c'est lors d'un changement de rythme. C'est justement qu'on part en vacances ou qu'on retourne de vacances. Je donne un exemple. Avant, on permettait à nos enfants de regarder un dessin animé le matin. Et en fait, on a profité des vacances pour squeezer ce moment. C'est ça. Et c'est des petites choses comme ça qu'on a réadaptées. Et puis évidemment, l'idée, c'est d'essayer de favoriser les moments de partage ensemble, faire des jeux, des choses comme ça. Par exemple, les repas, ça devrait être, nous, en tout cas, on a réussi à mettre ça, c'est un moment de partage, de déconnexion. Là, il n'y a pas d'écran, ni télé, ni téléphone, on n'a pas le droit au téléphone. Petites choses, suggestions comme ça, pour favoriser aussi des sorties extérieures. Bien sûr. C'est sûr. Et par rapport à ce que tu disais, c'est vrai qu'on est quand même un exemple.
Et du coup, si on dit à nos enfants de ne pas faire du portable à table et qu'on a le portable qui est juste à côté, donc dans ces cas-là, c'est vrai que chez nous, il y a beaucoup de portables dans tous les sens. Donc, c'est vrai qu'on essaye de ne pas les prendre pour ne pas être tenté de le faire. Et par rapport au conseil que tu disais, que tu donnais tout à l'heure, alors c'est vrai que c'est important d'essayer de limiter les écrans. Bon, si on y arrive de 1 heure à 2 heures par jour, voilà, ça sera un maximum. Et après, il y a aussi, c'est vrai qu'il y a des enfants dans les préados, etc., quand ils gardent les portables dans leur chambre, ils ont tendance le soir à continuer à en faire. Donc après, c'est comme tu disais, être flexible. Moi, je sais que personnellement, avec ma fille, j'ai décidé de le faire récemment par rapport au programme que je fais. Il y avait cet exemple qui m'avait pas mal intéressée parce que je remarquais qu'elle était sur le portable le soir. Donc, en fait, on a négocié. Elle voulait, je sais pas, elle voulait 10h30. Moi, je voulais 10h. Donc, on a négocié à 10h15. Et c'est vrai qu'à 10h, elle me le remet. Je le mets de côté, voilà, comme ça, il n'y a pas la tentation. Mais il y a eu de la discussion. Ce n'était pas un retrait et terminé. Après, c'est vrai, par rapport à ce que tu disais, de ne pas arrêter les parties en plein milieu. Ça, c'est vrai. Parce que moi, j'ai fait l'expérience avec ma fille qui me disait arrête de m'arrêter les parties en plein milieu. Je vais te montrer. Dans le programme, tu vois, il disait mettez-vous dans la situation et vous allez comprendre. Et en fait, j'ai fait une partie avec elle. Et il fallait habiller des mannequins ou je sais pas quoi. Et en fait, ça durait 10 minutes la partie. Et à la fin, il y avait un concours. Et en fait, il y a des enfants en ligne qui proposent et tu peux gagner le concours. Et en fait, j'ai habillé, j'ai mis du temps. Et au moment de présenter le concours, elle m'a dit hop, je te le prends. Et c'est vrai que, bon, même si j'ai pas son âge, c'était quand même frustrant d'avoir fait tout ça pour ne pas arriver à la fin. Donc, c'est vrai que c'est important d'être flexible et de ne pas arrêter au dernier moment. Et moi, c'est vrai que je n'ai pas de rappel chez moi tu vas m'expliquer d'ailleurs comment on fait, mais je la préviens 10 minutes avant. Mais je préviens 10 minutes avant, 5 minutes avant, 2 minutes avant, parce que d'arrêter comme ça peut faire des escalades de violence incroyables. Et dernière chose, pour les réseaux sociaux, etc., Internet, moi, j'en ai discuté personnellement avec ma fille. Elle m'a montré ce qu'elle aimait comme application, ce qu'elle aimait comme jeu, parce que du coup, ça met quand même du lien. On peut discuter de ce qu'elle aime, de ce qu'elle n'aime pas et pourquoi. Et les séries, qu'elle me dise, j'en regarde certaines avec elle, et après, on peut discuter des personnages, etc. Finalement, d'avoir un lien. Exactement. Et d'expliquer évidemment que Internet, c'est dangereux, d'expliquer sur les réseaux sociaux, Instagram, etc., qu'il y a des choses dangereuses qui peuvent être confrontés à la pornographie. Enfin, moi, je suis pour quand même expliquer tout ça. Ouais. Moi, je pense que c'est mieux de les sensibiliser plutôt que leur interdire. Voilà, c'est clair d'un coup. Ouais, je suis d'accord. Mieux vaut en parler et qu'ils voient qu'on est ouvert à en parler aussi. Exactement, pour maintenir un lien, parce qu'on sait que la préadolescence et l'adolescence, de toute façon, c'est des périodes difficiles. Donc, de tout interdire, ça me paraît quand même compliqué, parce que comme tu disais, ils se font des amis quand ils jouent en ligne, etc. Et tout le monde a un jeu et pas eux, c'est quand même super compliqué. Exactement, tout à fait. Voilà. Écoute, voilà, notre objectif, c'était que les parents aient une vision réaliste des écrans, aborder aussi le sujet des TDAH, l'accumulation des deux. Et puis, voilà, les écrans, du coup, ils font partie de la vie des enfants. Les interdire, on estime que ça empêcherait de garder le lien avec l'enfant, pas l'ado, enfant et ado, c'est bon, et que ça peut aussi couper de ses amis, donc ça paraît important de quand même maintenir dans une certaine mesure. Donc, c'est ça, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, parce qu'on sait très bien que la génération, moi j'ai des enfants peut-être pas celle de 22, mais j'ai 19 ans et 13 ans, ils ont vécu avec ça, ils sont nés avec les écrans, donc ça me paraît compliqué d'interdire tout complètement. Et puis en plus, voilà, il y en a à l'école, donc ils vivent avec, mais il faut juste vérifier, leur expliquer ce qui peut être compliqué et avoir une vision, on va dire, réaliste que les écrans, c'est pas amené à disparaître. Donc, ça, non, au contraire. Au contraire. Tout à fait. Écoute, je te remercie Magali pour ce moment. Parce que, avec grand plaisir. C'était très sympa et très enrichissant de pouvoir échanger sur ces sujets. Et puis, voilà. Et je te remercie de m'avoir invité. C'était très agréable aussi d'échanger et de faire des parallèles entre ce que tu fais et ce que je fais. C'était très intéressant. Ça m'a fait très plaisir d'être là. Je te remercie, Catel. C'est moi qui te remercie. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés. Voilà. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci à tout le monde.